Bonjour encore à tout le monde. En attendant que nous puissions atteindre le quota, nous prions déjà toutes les personnes qui sont connectées de se présenter dans le chat en donnant leur nom, le nom de leur organisation et leur pays. Merci. Nous allons débuter dans quelques minutes, le temps de permettre à nos collègues et partenaires de nous rejoindre pour cette deuxième session du Coffee Talk. Merci. Chers partenaires, chers collègues, nous allons débuter dans exactement une minute. Donc, à 11h10, nous allons débuter avec notre webinaire. Donc, veuillez déjà noter que le webinaire est bilingue. Donc, vous pouvez choisir votre langue dans la section interprétation. Merci. OK, il est 10h, 11h10. Rebonjour à tout le monde. Je suis Sorel Dufaux du secrétariat CS Forming à Impact Santé Afrique. Et bienvenue à tout le monde dans ce webinaire, dans cette deuxième session du CS Forming Malaria Civil Society Coffee Talk. Donc, comme je disais d'entame de jeu, vous êtes priés de choisir votre langue dans la session interprétation. Là, vous aurez la possibilité de choisir votre langue, soit le français, soit l'anglais. Et vous pouvez également couper le canal original pour avoir un meilleur
en fait, pour mieux écouter le webinaire. Donc, je profite également pour dire bonjour à nos panélistes. Bonjour, Monsieur Innocent. Bonjour, Monsieur Bon- Innocent. Oui, Bonjour. bonjour. Bonjour, Bon, Sorel, comment allez-vous? merci. Non, ça va, merci. Bonjour, Parfait. Gisèle. Good morning, Nina. Et bonjour, Christiane. Bienvenue à tout le monde dans ce webinaire. Bienvenue à tous. Donc, nous allons débuter par la présentation déjà Bonjour, des Sorel. Bonjour à tous. bienséances. Merci, merci à tout le monde. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous allons commencer par la présentation des petites règles de bienséance pour la bonne tenue de notre webinaire. J'espère que vous voyez mon écran. C'est encore partagé, Martine? Oui. OK, parce que moi-même, je ne vois plus cet écran. Une minute, s'il vous plaît. OK, d'accord. Donc là, voilà les informations utiles pour que notre webinaire se passe très bien. Donc, ouvrez votre micro et ne l'ouvrez que si vous avez la parole. Le webinaire est traduit simultanément en français et en anglais. Et il faut choisir la langue, comme je disais tout à l'heure, dans la section interprétation. Également, dès que vous entrez, nous vous prions de vous présenter. Nous vous prions de vous présenter en donnant le nom de votre organisation, votre pays dans le champ de discussion. Et nous avons également une fenêtre Q&R pour vos questions. Et le webinaire est enregistré. Donc, en restant donc connecté, vous nous donnez votre accord pour être enregistré. Donc là, voilà quelques images. Nous avons le globe de Zoom, l'interprétation et également le chat, le Q&A. Maintenant, donc, on va présenter rapidement l'agenda. Donc déjà, notre thème de ce jour, c'est l'engagement communautaire dans la repriorisation de la subvention paludisme du Fonds mondial. Et pour notre agenda de ce jour, nous allons débuter par le mot d'ouverture qui sera fait par Martine Mogem du secrétariat CS Formi et qui va également donner le mot de clôture de ce webinaire. Et nous allons entrer dans le vif du sujet par la présentation de M. Innocent Lézon, qui va venir nous former en tant qu'expert dans l'engagement communautaire sur comment est-ce que nous pouvons nous engager de manière pratique en tant qu'organisation de la société civile et responsable des communautés vulnérables dans les actions du processus de repriorisation des subventions par le 10 du Fonds mondial. Donc, nous aurons ainsi l'honneur d'avoir M. Innocent Lézon qui va nous partager son expérience et nous expliquer comment est-ce que nous pouvons faire pour nous engager significativement dans ce processus. À la suite de son intervention, nous aurons Madame Gisèle Takalea de la Côte d'Ivoire qui va venir également nous présenter comment est-ce qu'en Côte d'Ivoire, l'organisation, la plateforme s'engage dans le processus de repriorisation. Et on va passer ensuite à la phase discussion et échange. Et à la suite de cette phase de discussion et échange, nous allons replonger encore dans notre thème avec Christiane Lakozuma de la République centrafricaine qui va également toujours nous partager son expérience dans le pays via son organisation dans ce processus d'engagement communautaire. Et nous allons terminer avec la présentation ou le témoignage de Madame Nena Iwa de Akomin du Nigeria, qui va également nous dire comment est-ce que le Nigeria, via Akomin, est en train de travailler pour que les priorités de la subvention d'ici 7 par dire les priorités des acteurs des communautés vulnérables, des populations vulnérables, demeurent dans la note conceptuelle par le GC7. Et nous allons clôturer après les discussions par le mot de clôture de Martine Mogem du secrétariat de CS Forum. Donc, sans plus tarder, je vais directement passer la parole à Martine qui va nous donner rapidement un mot de bienvenue, un welcome et une introduction avant le début de notre webinaire. Martine, please, you have the floor. Thank you. Merci beaucoup, Sorel. Thank you, everyone. Merci à tous.
Nous sommes très contents de savoir que vous êtes encore nombreux réunis autour de cette discussion que nous allons avoir ce matin pour d'autres, en début d'après-midi pour d'autres. Ça dépend du pays où est-ce que vous vous trouvez, mais c'est vraiment une fierté de voir que vous êtes mobilisés pour cette occasion. Nous savons tout ce qui s'est passé depuis le début de cette année dans le financement de la santé globale. Je ne vais pas revenir dessus parce que nous connaissons tous les réalités qui se sont imposées à nous depuis le début de cette année. Et cette réalité nous a également imposé des ajustements. Donc, pour optimiser l'usage des fonds, de ces fonds, donc le Fonds mondial a envoyé beaucoup de mise à jour, des lettres de mise à jour sur des mesures d'adaptation du grand du DC7. Et il est question pour nous de voir au niveau des pays, de vraiment reprioriser les activités et les actions. Et ce processus est d'autant plus important pour nous parce que nous sommes des communautaires et nous devons être fortement impliqués. Nous savons que les réalités dépendent d'un pays à un autre. C'est pourquoi on s'est dit cette plateforme serait l'occasion idoine pour nous de discuter de comment est-ce que les uns et les autres au niveau pays sont en train de s'impliquer dans ce processus de repriorisation. Donc, il est question pour nous, pendant ce webinaire, au travers des échanges des uns et des autres, au travers des discussions, au travers des partages d'expériences, de mettre en lumière les initiatives et actions menées par les OSC dans le cadre de ce processus au niveau des pays. Et ensemble, nous allons identifier les bonnes pratiques. Bien sûr, les défis ne manquent pas. Nous allons parler de ces défis-là, les leçons apprises également en matière d'engagement communautaire. Et nous allons également discuter sur comment est-ce qu'on peut être plus structuré et plus stratégique en tant que OSC, en tant que coalition, pour que les prochaines étapes de ce processus soient plus optimales pour nous. Donc, nous allons voir quelles sont nos stratégies. Comment est-ce que nous allons en un seul rang? Comment est-ce que nous nous allions en tant que soldats pour vraiment se battre pour que les intérêts de la communauté, les actions qui sont importantes pour la communauté restent dans ces plans une fois que la priorisation sera faite. Également, nous allons, à la fin de cet échange, de cette discussion, formuler des recommandations concrètes, voir comment nous allons les mettre en œuvre pour justement nous garantir qu'à la fin de tout ce processus, la prise en compte des priorités communautaires dans la mise en œuvre de la subvention sera une réalité. Donc, je ne vais pas être très longue. Je pense que les échanges seront très intéressants. On a un panel très riche et très varié, dépendant des pays, des contextes. Et je suis sûre qu'à la fin, chacun pourra identifier quelle est la pratique qui est intéressante pour son pays ou alors quelle est la stratégie qui est intéressante pour une meilleure implication. Donc, Sorel, je peux dire qu'on va commencer et on ne va plus perdre de temps. Et voilà. Merci. Je nous souhaite des échanges très fructueux. Merci. Merci beaucoup, Martine. Merci beaucoup, Martine, pour ton mot d'ouverture qui a été très riche. Vraiment, nous retenons vraiment que le paysage de financement actuellement est très en danger, si je dois le dire ainsi, surtout depuis janvier avec l'arrêt des financements du fonds, pardon, de PMI. Donc, depuis cette période, nous subissons vraiment beaucoup de tentations dans les financements et il est vraiment urgent pour nous que nous puissions faire quelque chose dans ce processus de repriorisation en tant qu'acteur communautaire. Donc, sans plus tarder, je vais directement passer la parole à Monsieur Innocent Lison, qui est un expert dans le domaine, comme je disais tout à l'heure, de l'engagement communautaire au Sénégal et partout dans le monde, qui va venir ici nous former, si je dois le dire comme ça, dans ce processus de repriorisation et comment est-ce que nous pouvons davantage nous engager au niveau de nos différents pays dans ce processus de priorisation. Monsieur Innocent Lison, vous avez la parole. Merci infiniment, Sorel. Merci également aux amis et camarades qui ont bien voulu participer à ce moment d'échange. Donc, je ne dirais pas formation, mais je dirais échange. On est vraiment dans un mode d'échange. Parce que la situation est critique.
Et ailleurs, on dira que l'heure est grave. Seulement, on devait s'y attendre. Je crois qu'on a manqué de perspectives et nous n'avons pas pu voir venir, en tout cas, ces partenaires-là qui, à un moment, se débinent. Alors, concrètement, pour rester focus sur le sujet qui m'est demandé de traiter, d'être pragmatique, donc sur le comment, en tout cas, dans cette situation-là, garantir une participation et une contribution communautaire beaucoup plus efficiente. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'est agi pour les subventions du cycle 7 du Fonds mondial de reprioriser. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire considérer un certain nombre d'interventions comme étant les plus essentielles et passer sous trappe les autres interventions. Dans cette situation-là, le premier élément que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est d'arriver à faire comprendre aux acteurs communautaires les réalités et les instructions du partenaire qui s'appelle le Fonds mondial. Quelles sont les interventions qui peuvent être recevables et quelles sont les interventions qui ne le seront plus? Donc, premier élément concret, c'est justement de s'assurer que tous les acteurs qui participent à ce processus-là ont la bonne information. Et depuis le mois d'avril, le 24 précisément, tous les PR et tous les CCM ont reçu leur lettre de notification. Donc, partager ces lettres de notification et y ajouter les décisions, justement, de l'Assemblée générale tenue au mois de mai. Ça c'est un processus inéluctable. Il faut, premièrement, s'assurer que tous les acteurs ont la bonne information. Et cela leur permettra de savoir, justement, que ce processus-là arrive à terme en fin septembre. Donc, nous avons aujourd'hui un petit volant jusqu'au mois de septembre pour contribuer. Deuxième élément, une fois qu'on a la bonne information, c'est ensemble maintenant de travailler à voir quelles devraient être nos priorités essentielles. Et pour le palu, comme pour le VIH, comme pour la tuberculose, à l'entame de ce cycle-là, nous avons un document annexé à la demande qui s'appelle les priorités communautaires. Ce document-là est le premier instrument essentiel à revisiter. Qu'est-ce qu'on avait inscrit comme priorité communautaire PALU et qui a permis d'arriver à élaborer justement la subvention adressée au GC7. Le second instrument, c'est qu'est-ce qui a été retenu, c'est-à-dire la subvention elle-même. Qu'est-ce qui a été retenu de la subvention? Donc, nos priorités, la subvention elle-même, donc signée et qui est en train d'être déroulée. Et le troisième instrument maintenant, c'est quelles sont les activités essentielles qui seront recevables. Et pour le cas du PALU, il est clair que la prise en charge des cas est essentielle. Ne jamais oublier qu'il s'agit de sauver des vies. Donc, la prise en charge des cas doit être inscrite essentiellement
sur les activités prioritaires à supporter par les communautés. Deuxième élément, c'est la prévention des maladies, surtout pour les populations les plus vulnérables. Et là, quand nous considérons ces éléments-là, en plus de la surveillance, c'est de voir comment on fait le matching avec ces trois instruments-là. Donc, nous avions nos activités prioritaires annexées à la subvention, nous avons les activités qui ont été retenues et enfin, nous avons les activités qui peuvent être recevables avec ce processus de repriorisation. Et c'est en ce moment-là qu'on essaye de faire le matching pour dire, voilà ce que nous, organisations de la société civile, voilà ce que nous, communautaires, nous allons pouvoir retenir comme activité prioritaire. Et cela demande un processus de consultation. Il nous faut, s'il n'est pas encore tard, parce que j'ai dit que les lettres 24 avril, 25 avril pour certains, les PR et les CCM l'ont reçu. Nous avons connu le mois de mai, nous sommes en train de finir le mois de juin. Si on n'a pas fait ces consultations-là et ces concertations, il n'est pas encore trop tard. Il s'agira maintenant de trouver un bon moment pour s'asseoir et partager ce processus-là consultatif. Une fois que ce processus consultatif est terminé, donc le troisième élément, donc j'ai dit premier élément, il nous faut nous approprier la situation. Deuxième élément, il nous faut un processus consultatif qui travaille à identifier nos priorités à partir de trois instruments qu'on a, c'est-à-dire le document annexé comme priorité communautaire, la subvention elle-même qui a été financée et aujourd'hui, les activités qui seront recevables sur le processus de priorisation. Maintenant, troisième niveau, c'est le processus et les éléments de négociation et d'influence. Je crois que fondamentalement, nous avons élu, parfois choisi des individus qui nous représentent au CCM. Et le CCM est le lieu où les décisions doivent se faire. Je crois que maintenant, il est grand temps que celles et ceux qu'on a élus ou retenus ou proposés au CCM jouent leur rôle. C'est d'amener cela à travers une session, ça peut même être une demi-journée, et qu'on partage avec nos représentants ce qu'on a retenu comme élément prioritaire et essentiel dans ce cadre de la repriorisation. Et de les accompagner maintenant, une fois qu'ils seront en discussion au sein du CCM avec les PR comme avec l'équipe pays du Fonds mondial, à faire en sorte que nos activités passent. Et je rappelle que les activités essentielles qui seront recevables pour le PALU, c'est tout ce qui va concerner la prise en charge et tout ce qui va concerner la prévention des maladies, surtout pour nous autres communautaires. Mais ne pas oublier que la production de l'information stratégique sur l'accès aux services de santé de qualité, ce qu'on appelle globalement le suivi dirigé par les communautés, reste une activité des interventions éligibles. Donc, il faut l'avoir également en mémoire dans ce processus de négociation et de s'assurer maintenant que tous nos représentants au sein du CCM ont la bonne information sur nos priorités et travaillent à s'assurer que nos interventions seront prises en compte. Et cela jusqu'à fin septembre, jusqu'à ce qu'on retravaille les documents de la subvention. Ne jamais laisser le PR seul ou le CCM seul ou l'équipe pays seul à retravailler les subventions. Nous devons veiller à ce que ces éléments-là soient essentiellement reconduits dans
notre subvention. Et maintenant, quatrième étape importante dans un tel processus, c'est d'avoir un moment d'évaluation et de réflexion et de projection. Commencer à penser le lendemain de l'action communautaire. Et cela passe par les réflexions sur nous-mêmes. Est-il utile de rester comme on est, c'est-à-dire divisé? Ne serait-il pas grand temps de voir comment on se resserre, comment on se recentre, comment on collabore un peu mieux, comment on noue des alliances un peu plus stratégiques, et également réfléchir sur les actions qu'on pourrait mener pour travailler à diversifier les sources de financement, notamment à donner une grande importance à la question essentielle qui s'appelle le financement domestique. À travers la problématique de la souveraineté, tous nos États réclament la souveraineté. Aujourd'hui, il est grand temps que la santé soit une priorité dans ce processus de souveraineté. Donc voilà ce que j'avais voulu mettre en introduction, parce que pour le cas du Sénégal que j'ai accompagné, que j'accompagne encore dans ce processus de priorisation, c'est ce que j'ai effectivement suivi. Une fois que j'ai eu l'information, une fois que je me suis assuré que je suis en bonne collaboration avec les PR communautaires, j'ai engagé le processus de voir comment on travaille à avoir une journée d'échange. Et c'est à partir de ce moment-là que tout le processus, en tout cas, se déroule et on essaye d'avoir une position commune, aussi bien pour TB, malaria et VIH. Il y a un moment où il faut être ensemble pour pouvoir négocier ensemble et avoir beaucoup plus de force et ne pas aller de manière isolée. Donc, voilà ce que Sorel et chers amis, et les éléments d'introduction. Et je reste disponible s'il y a des questions spécifiques qui me seront adressées. J'espère être resté dans les 10 minutes qui m'étaient accordées. À vous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lézon, pour ce récapitulatif de c'est quoi la repriorisation, parce que ça a été très clair pour nous. Nous avons très bien compris. Et il y a une phrase que vous avez prononcée qui m'a vraiment marqué, c'est que comment est-ce que la société civile doit faire pour garantir une participation communautaire beaucoup plus efficace dans ce processus de repriorisation? C'est la vraie question que nous devons nous poser. Comment est-ce que nous allons faire pour vraiment être efficaces dans nos actions dans ce processus? Donc, sur vos mots, vous avez également parlé des différentes étapes que nous, en tant qu'acteurs communautaires, nous devons suivre pour garantir vraiment notre participation active dans ce processus. Donc, vous avez dit que nous devions d'abord nous approprier de la situation. Vous avez donné également beaucoup d'éléments très intéressants que je suis sûre que nous avons tous bien noté ces éléments. Donc, tous ces éléments ont suscité en moi beaucoup d'interrogations et je suis certaine également que nos participants ont également beaucoup de questions à poser, que la phase de discussion et échange sera très interactive. Donc, sans plus tarder, je vais directement passer la parole à... Je vais d'abord passer la parole à Martine. Martine a une communication à nous faire passer parce que nous avons l'honneur de ce webinaire d'être avec Madame Annabelle du Fonds mondial. Donc, je vais laisser Martine continuer avec Merci son beaucoup, Sorel. introduction. C'est super intéressant. Il y a une chose que je vais retenir de M. Innocent Lézon, c'est qu'il a dit à la fin qu'il faut déjà commencer à penser le lendemain des actions communautaires.
Est-ce qu'il n'est pas grand temps de voir comment former les alliances stratégiques et mener les actions pour mobiliser les financements domestiques? Vraiment, ça, c'est ce qui m'a marqué. Je voudrais juste au passage reconnaître la présence dans ce webinaire de Annabelle Metz, notre point focal au niveau du Fonds mondial, qui a donné quelques précisions et qui souhaitait qu'on les partage avec vous avant que nous continuions. Et l'une des précisions, c'est que il est important de voir que les communautés ne doivent plus revoir l'annexe des priorités qu'ils avaient soumis au moment du grant, au départ, lorsque le grant était élaboré. Donc, mais elles vont prioriser sur les actions et sur les activités qui avaient déjà été arrêtées. Et l'une des informations aussi très importantes qu'elle a souhaité qu'on précise, c'est que le Fonds mondial n'a pas encore communiqué le pourcentage des coupes qui seront faits, des ajustements qui seront faits, et que si ces ajustements sur le niveau financier ou alors financier sont mineurs, il y aura très peu d'activités à retrancher ou alors à diminuer de la liste des activités qui sont déjà implémentées. Merci encore, Annabelle. Nous savons que nous t'avons pendant ce webinaire et bien sûr, si possible, nous n'hésiterons pas à recevoir des informations venant de toi. OK, merci beaucoup, Sorel. Je crois que je vais te repasser la parole. Et vous pouvez, comme Sorel le disait, laisser vos questions dans les chats, laisser vos contributions aussi dans le chat avant la session des questions-réponses. Merci. Merci beaucoup, Martine. Merci, Annabelle, pour ces précisions qui en valent vraiment la peine. Donc, vraiment, nous avons beaucoup d'interrogations, comme je disais tout à l'heure, après le passage de Monsieur Leson, qui nous a vraiment briefé sur ce processus de reprovisation. Donc, nous avons une question pour tous les participants et nous vous prions de brainstormer dessus pour pouvoir partager cela avec nous pendant la phase de discussion et échange. Selon vous, quelles sont les priorités communautaires qui doivent demeurer dans la note conceptuelle, dans les différentes notes conceptuelles par le DCIS de vos pays? Donc, si vous pouvez déjà commencer à réfléchir dessus, comme ça, durant la phase des questions et échanges, vous pourrez partager cela ou même directement, vous pouvez déjà commencer à partager vos réponses dans le chat. Merci. Donc, sans plus tarder, je vais directement passer la parole à Madame Gisèle Takalea de la plateforme en Côte d'Ivoire. Gisèle, you have the floor. Thank you. Excusez-moi. Allô, Gisèle? Allô, Oui, Gisèle? oui, bonjour à tous. Excusez-moi, je ne me sens pas trop bien. Il y a un truc qui me fatigue là. Merci beaucoup. Par rapport à l'exemple de la Côte d'Ivoire, je peux dire qu'on a reçu la lettre comme tout le monde. Et cette lettre d'information par rapport à la priorisation des activités, les PR qui ont reçu ont partagé ça à tous les SA et OSC pour information. Je pense qu'après les informations, ils ont demandé à chaque SA de prioriser en interne les activités. Puisqu'il n'y a pas encore le budget qui est venu et tout ça, parce que CCM dit qu'on attend ça, mais de toutes les façons, on connaît quand même les activités qui sont essentielles. Je pense que chaque SA est en ce moment en train de prioriser les activités. Il y aura la mise en commun. Et par rapport à la mise en commun, la plateforme a demandé une réunion à tous les PIA et SA pour qu'ils viennent présenter les activités qu'ils ont priorisées par rapport à cette situation que nous avons. Toutes les activités qu'ils ont priorisées, d'abord les activités qui étaient là et ceux qu'ils ont priorisées pour qu'on puisse échanger ensemble et vraiment trouver peut-être un consensus et vraiment un accord par rapport aux activités avant d'aller maintenant les présenter au CCM. Et comme au CCM, nous avons déjà nos membres, la société civile qui sont là-bas et qui auront le rapport de cette réunion de priorisation parce qu'ils ont dit qu'ils n'étaient pas encore prêts. Donc, on a mis cette réunion
début juillet. En début juillet, là, ils allaient finir de prioriser entre eux et puis voir la mise en commun. Et puis, début juillet, ils allaient venir nous présenter ça, tous. Et de là, sortir un rapport que les membres CCM vont envoyer pour que quand on va présenter, ils puissent voir quelles sont les activités on a acceptées et pas. Pour échanger, pour adopter ça au niveau du CCM. Et par rapport au budget, on verra bien ce qu'il faut faire. Donc, c'est ce que je peux dire en gros. Nous sommes à la phase de priorisation des activités. C'est vrai, on a eu les échanges avec le portfolio pays du Fonds mondial pour la Côte d'Ivoire qui est venu nous expliquer un peu quelles sont les activités à prioriser au niveau du VIH, au niveau de la tuberculose, au niveau du palu. Et ça, tout le monde a ça. C'est ce qu'on va prendre et par rapport à ça, on va mettre nos activités vraiment prioritaires. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est pourquoi j'ai aimé ce que Innocent Liaison a dit. Il ne faut pas qu'on laisse ça au pire à celui quand ça soit pour faire. Il faut que chacun s'y mette pour faire. C'est important. C'est pourquoi j'ai demandé cette réunion à ces pillards. Parce qu'ils peuvent dire que non, on a donné à chacun de faire, puis après on se retrouve que c'est le pillard celui qui a fait. Alors que là, à cette réunion, les SA sont là, les pillards sont là. Ils vont projeter, on saura qui a fait quoi, qui a travaillé, quels sont les trucs qui ont été retenus. Donc, je pense que c'est sur ça que nous sommes présentement. Est-ce que je peux dire en gros pour la Côte d'Ivoire, quand qu'on finisse, tout jusqu'au CCM et tout ce qu'on finisse, pour qu'on revienne encore, pour dire quelles sont les activités qui ont été maintenues et quelle a été la part de la société civile dans cette priorisation des activités. Mais je pense que présentement, la société civile est dedans. Ce qu'on est en train de voir, nous sommes dedans. OK, merci. Et vraiment, je suis désolé pour la voix parce que je ne me sens pas trop bien. Merci. Merci beaucoup, Gisèle. Nous te souhaitons une très bonne guérison. Nous savons que ce n'est pas facile et la grippe qui a pris la voix et tout, mais vous avez quand même fait l'effort d'être parmi nous comme d'habitude et de pouvoir respecter votre engagement. Beaucoup de courage du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, nous vous remercions énormément pour ce partage d'expérience de la Côte d'Ivoire dans ce processus de repriorisation. Et nous constatons également que du côté de la Côte d'Ivoire, ça bouge fort et qu'il y a plusieurs activités qui sont mises en œuvre à ce niveau dans ce processus. Donc, déjà, avant d'entrer dans la phase de discussion et échange, je voulais juste rappeler quelques mots qui ont été donnés par le Fonds mondial lors de l'une de leurs réunions sur ce processus de repriorisation. Le Fonds mondial insistait sur le fait que dans ce processus de repriorisation, on ne devait pas revenir avec des activités qui ne sont pas déjà inscrites dans la note conceptuelle. Donc, il était vraiment important que dans les activités, dans le processus de repriorisation, concernant le volet communautaire, qu'on se penche davantage sur les activités communautaires déjà présentes dans la note conceptuelle et qu'on fasse des plaidoyers, qu'on fasse des concertations pour assurer que ces activités-là demeurent dans la note que je voulais apporter. Maintenant, pour la première phase de discussion-échange, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la question, quelles sont les activités prioritaires que, en tant qu'acteur communautaire, vous pensez que nous devons absolument faire des plaidoyers, faire des concertations pour qu'elles soient maintenues dans les notes conceptuelles. Donc, je ne sais pas si dans le chat, nous avons déjà des réponses par rapport à cela, mais qu'à cela ne tienne, vous avez la parole. La parole est à qui veut la prendre. Oui, je vois le docteur Jean-Claude Rakotomalala de Madagascar. Oui, monsieur docteur Jean-Claude, vous avez la parole. Okay. Bonjour à tous. Bonjour, docteur Oui, Jean-Claude. tout d'abord, merci beaucoup pour les interventions. Juste pour renforcer un peu, c'est bien entendu. Donc, le Fonds mondial n'a pas encore donné le pourcentage à défalquer sur le fonds CS7, c'est ça? Ça, c'est la question. L'autre point, euh, les interventions, la première intervention, je trouve la deuxième aussi, ça nous donne vraiment une idée de comment on va mener la discussion
parce que le 27 juin prochain, nous aurons une réunion avec les OSC PALU en préparation effectivement de la fête du CCM pour valider donc les propositions sur les activités à prioriser ou à défalquer. Donc, c'est très important pour nous cette réunion aujourd'hui par rapport à cela. Nous avons déjà eu une réunion préliminaire au sein du CCM et quelques éléments y ont déjà sorti, comme quoi, par exemple, une proposition que les OSC vont faire, c'est la diminution du notable de l'assistant technique et du PR qui est évalué jusqu'à un certain pourcentage du budget à 2,2 millions à peu près. Et donc, nous, les OSC, on va déjà proposer donc, une diminution notable de cette assistance technique au niveau de PR. Mais on aura pour la réunion de ce vendredi, donc, pour vraiment déterminer les actions, les propositions d'actions prioritaires à retenir et aussi les activités, propositions d'activités ou de rubriques à enlever. Merci beaucoup. Docteur Jean-Claude, pour votre intervention. Vous aviez pendant votre intervention soulevé des interrogations, comme quoi vous aimeriez savoir si les nouveaux montants des allocations étaient déjà disponibles. Dans le propos de Martine tout à l'heure, je pense qu'elle a précisé que le Fonds mondial n'a pas encore envoyé les montants des des allocations et que cela sera fait très prochainement. Donc, vous avez également partagé avec nous que d'ici peu, vous aurez une réunion une concertation pour pouvoir définir les priorités de la société civile. Nous vous souhaitons bonne chance et tout ce que nous souhaitons pour chaque pays, c'est que la société civile soit fortement engagée dans ce processus pour qu'on se rassure tous que nos priorités en tant qu'acteurs communautaires, des priorités et des populations vulnérables au paludisme demeurent dans la note conceptuelle. Et le Fonds mondial a précisé les 3 domaines prioritaires qu'il fallait prendre en compte. Il y avait la surveillance, la prise en charge des cas. Et je pense qu'il y avait également la prévention des maladies. Donc, dans nos processus, on doit se rassurer que parmi nos activités, que les 3 domaines prioritaires définis par le Fonds mondial soient vraiment pris en compte. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a la main levée parce que notre question tout à l'heure était quelles sont les activités prioritaires que vous jugez en tant qu'acteur communautaire qui doivent demeurer dans la note conceptuelle paludisme GC7? Je vois le docteur Moutanga qui a la main levée. Docteur Moutanga, vous avez la parole, s'il vous plaît. Bonjour, Gisèle, bonjour à Soren, bonjour à tout le monde. Et merci d'avoir organisé ce webinaire si important. Est-ce que vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. OK. Donc, je félicite Innocent et Gisèle qui nous ont fait des communications extrêmement importantes. La communication de Innocent qui a commencé par donner un conseil basé sur un constat, donc en disant est-ce que nous allons rester divisés ou bien est-ce que nous allons nous mettre ensemble. Et je pense que la priorité, le début de nous mettre ensemble, c'est de partager les informations. Moi, je suis un acteur engagé dans la lutte contre le paludisme dans mon pays depuis plus de 25 ans. Mais je ne suis au courant de rien. Tout ce qu'il a dit là, lettre du Fonds mondial, partage, arrivée, je ne suis pas au courant. Donc, vraiment, la première des choses, la première barrière à faire sauter, c'est de partager les informations. Et Dieu sait, je me suis engagé sur les priorités de la société civile dont il a parlé. Moi, je me suis engagé, je n'étais même pas au Sénégal, j'étais en dehors, mais j'ai tout fait pour contribuer, pour aider à ce qu'on dresse des priorités pertinentes pour ça. Et même la mise en œuvre de ça également pose problème à cause de ce genre de choses, comme si on cache des informations ou des choses comme ça.
Donc, vraiment, s'il y a des efforts à faire, Innocent, moi, je pense que je vais vous contacter personnellement pour que vous nous aidiez dans ça, pour qu'on puisse vraiment communiquer, partager les informations, pour que tous les efforts puissent porter. Aucun effort n'est de trop dans cette situation-là. Tout le monde souffre en ce moment. On a besoin de toutes les énergies, de fédérer de toutes les énergies. Voilà, merci beaucoup et encore une fois, merci pour cet important webinaire. Merci, Sorel. Merci beaucoup, Dr. Mutanga. Votre intervention est très pertinente et je vais vous avouer que c'est une préoccupation qu'a soulevée également de nombreuses personnes, de nombreuses organisations de la société civile qui ont vraiment marqué leur désarroi face à ce processus de reproduction dans certains pays, qui jugeaient qu'ils n'étaient pas ou qu'elles, en tant que OSC, n'étaient pas assez impliquées dans ce processus. Mais je vais profiter pour vous rassurer, c'est que le Fonds mondial également est très clair dans ce processus concernant la participation communautaire. Parce qu'il y a même récemment, le Fonds mondial avait sorti une note pour pouvoir renouveler, faire une mise à jour des coordonnées des différents membres du CCM et de bien d'autres personnes sur leur site au niveau du Fonds mondial afin de se rassurer que tout le monde ait accès à l'information. Donc, c'est surtout ça. Voilà, je m'excuse, Sorel, si je peux reprendre juste la parole pour insister sur ce que vous venez de dire, que le Fonds mondial soit davantage vigilant. Est-ce que toutes les organisations concernées sont au courant? Est-ce qu'elles sont mises au courant? Est-ce qu'elles ont réagi? Est-ce qu'elles vont participer? Donc ça, avant, le Fonds mondial le faisait avant. Mais ces dernières années-là, je n'ai pas l'impression. Merci beaucoup. OK. Merci, Dr. Mutanga. Comme je disais tout à l'heure, le Fonds mondial également, ils ont également envoyé une autre note où ils demandaient à toute personne de pouvoir faire des dénonciations au cas où les gens avaient l'impression de ne pas être assez impliqués. Donc, je pense que nous allons repartager cela dans les différents groupes. Donc, vous pouvez, en tant qu'organisation de la société civile, si vous pensez que dans votre pays, vous n'êtes pas assez impliqué dans ce processus de reproduction ou que les PA et les SA vous mettent à l'écart de ce processus de reproduction, nous allons vous partager cela dans le chat pour que vous puissiez avoir toutes les informations par rapport à cela. OK. Donc, en fait, c'est ça. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question ou une préoccupation. Oui. OK. Je passe la parole à M. Yvon Meyembe. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Monsieur Yvon, je ne sais pas si vous êtes avec nous. Au cas contraire, on va passer rapidement la parole à Monsieur Fabrice Kotoko du Bénin. Monsieur Fabrice, vous avez la parole, s'il vous plaît. OK. Merci. Bonjour. Oui, Monsieur Kotoko, vous avez la parole. Ensuite, nous allons redonner la parole à Monsieur Yvon. OK, merci beaucoup. Je pense que vous me recevez maintenant. Je disais que ma question va à l'endroit du dernier intervenant qui disait qu'il n'avait pas ces informations partagées au niveau des pays depuis le 24 avril. Je voudrais demander, est-ce qu'au niveau de son pays, est-ce qu'il est quand même en contact ou en communication avec leurs représentants au niveau du CCM du pays? Puisque au niveau des pays, nous n'avons pas souvent cette habitude de pouvoir collaborer entre acteurs. On peut être divergent sur certains points, mais quand même, souvent, ça devrait être l'unité dans la diversité. Donc, du coup, qu'on le veuille ou non, une fois que c'est la personne qui a été élue ou désignée au niveau du pays pour pouvoir représenter la société civile, que ce soit le paludisme ou d'autres maladies, on devrait en temps normal essayer de collaborer avec lui, essayer de travailler avec lui. Et même s'il n'a pas le background,
essayer de le capaciter, de le renforcer pour que la personne puisse répondre vraiment à nos aspirations. Si tel n'est pas le cas, on sera toujours dans ces genres de situations. Moi, je voudrais demander, je voudrais exhorter tout le monde à pouvoir avoir vraiment ce cadre unitaire au niveau des pays pour que la discussion d'abord parte de nos pays avant d'arriver au niveau régional. Donc, c'est vraiment important, sinon, on va toujours continuer à dire qu'on n'a pas l'information alors qu'on n'a pas cherché quand même à prendre contact avec nos représentants au niveau du CCM du pays. Merci. D'accord, Monsieur Fabrice Kotoko. Merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que le docteur Mutanga a très bien noté vos éléments. Donc, directement, on va passer la parole à Monsieur Daouda. Monsieur Daouda, vous avez la parole, s'il vous plaît. Ah, c'est bon, mais la parole. Oui, nous passons d'abord la parole à Monsieur Yvon, parce qu'il était d'abord avec nous. Oui, Monsieur Yvon, s'il vous plaît, vous avez la parole. Ensuite, Monsieur Daouda, Bonjour. vous allez prendre la parole. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à toute l'Afrique. En espérant que vous allez bien, je suis Yvon André Meyembe, directeur des programmes et du partenariat de l'organisation Alternative Action Plus. Je reviens sur l'intervention de Monsieur Innocent Lesson et mes préoccupations. J'ai beaucoup apprécié son intervention parce qu'il a balayé et très rapidement mes préoccupations que j'avais et surtout les questions que j'avais à poser aujourd'hui. Sauf que il a parlé de comment est-ce que les organisations de la société civile doivent se mettre ensemble pour réfléchir. Moi, je me pose bien la question de savoir, sur, par exemple, la lutte contre le paludisme, on a constaté que les organisations de la société civile sont impliquées très régulièrement au dernier plan. Et c'est vrai aussi que dans chaque pays, c'est vrai, il y a des réseaux, mais est-ce que tous les réseaux, il y a un seul réseau d'organisation de la société civile dans chaque pays d'Afrique où le Fonds mondial intervient pour la lutte contre le paludisme? Ça, c'est la question que je voulais poser. C'est vrai, je vous ai dit la dernière fois que nous sommes nouveaux, c'est une nouvelle organisation et nous venons pour avoir un renforcement de capacité et nous allons apprendre au fur et à mesure. La deuxième question, c'est comment est-ce que nous pouvons procéder pour avoir des financements domestiques? Est-ce que ça sera ensemble ou alors ça sera chaque organisation qui va se battre à avoir des financements domestiques pour pouvoir mener à bien ses activités? Donc, je commence par ces deux questions-là et puis je pourrais peut-être revenir après si vous me le permettez. Merci beaucoup. D'accord, Monsieur Yvon. Je pense qu'on va passer la parole à Monsieur Innocent. À Monsieur Innocent pour qu'il puisse répondre à vos préoccupations avant de passer la parole à Madame Olivia. Parfait. Merci vraiment à tous pour l'intérêt que vous avez manifesté à cette introduction et les commentaires et les questions soulevées. Je crois que dans un premier temps, je dois certainement dire, et pour moi c'est essentiel, en vérité, dans la démarche où nous sommes et que nous allons nous focaliser sur ce qui est prioritaire dépendant de l'enveloppe que le Fonds mondial va nous donner, nous allons nous écarter des objectifs que nous avons définis dans nos plans stratégiques. Les objectifs de mettre fin aux différentes maladies. C'est cela qu'il faut avoir en mémoire. Je sais, Annabelle, qu'on ne doit pas certainement introduire une nouvelle activité. C'est clair, tout le monde est clair là-dessus. Mais pourquoi, bon Dieu, nous autres dans nos pays, nous ne sommes pas capables de réfléchir dans comment nous allons mettre fin aux trois épidémies? Parce que les priorités que nous définissons, et c'est cela qui m'amène à rebrandir le document annexe, ces priorités-là participent de la véritable mise en fin de ces trois maladies.
Même si le Fonds mondial dit, je n'arrive pas à couvrir. Mais pourquoi nous n'allons pas réfléchir nous-mêmes dans nos pays à voir quels sont les autres partenaires qui peuvent prendre en charge ces priorités-là? Réfléchissons ainsi, réfléchissons programme, ne réfléchissons pas simplement enveloppe. Est-ce que dans ce processus-là que nous sommes en train d'engager avec le Fonds mondial, nous réfléchissons enveloppe? Nous ne réfléchissons plus, évidemment, on va dire efficacité, rationalité, etc. C'est bien. Mais est-ce que cela va permettre de mettre fin effectivement aux différentes pandémies? Qu'est-ce qui véritablement va pouvoir mettre fin à ces pandémies et nous reposer, nous permettre d'aller faire autre chose? On s'était donné comme date limite le 31 décembre 2030 pour vaquer à d'autres occupations. C'était ça notre ambition, tous. À partir du 31 décembre 2030, on devait se préparer à aller faire autre chose parce qu'on aura réussi à mettre fin à ces trois maladies-là comme véritablement des éléments de danger public. Voilà la question fondamentale. Et je voudrais nous inviter, vraiment, chers amis, de réfléchir dans une perspective stratégique et programmatique. Travailler véritablement à mettre fin à ces pandémies-là. Parce que nous sommes engagés et nous représentons ces communautés-là pour cela. Mais si nous suivons nos partenaires à dire oui, on a une petite enveloppe, il faut vous en limiter à cette petite enveloppe-là, nous n'allons pas nous en sortir. Et cela me permet de dire à notre dernier ami, en vérité, il ne s'agira pas de se battre pour avoir des ressources domestiques pour nos organisations. Non, la question, ce n'est pas pour nos organisations, mais avoir mobilisé des ressources domestiques pour le combat que nous devons mener. C'est ça le sens du combat. Maintenant, nos organisations devraient se repenser, devraient se structurer, devraient peut-être avoir d'autres dynamiques que de dire on va chercher de l'argent pour exister. C'est bien, si on n'existe pas, on ne peut pas fonctionner. Mais, à mon avis, véritablement, il s'agira de mobiliser des ressources pour le combat que nous devons mener ensemble. Vraiment, c'est des éléments que je voudrais soulever. Bon, mon ami Muntaga, c'est vrai, hein, je ne sais pas comment ça s'est passé pour que tu ne sois pas de la partie. Je ne sais pas. Ça, je vais demander à Awa, à qui on avait confié l'organisation de la journée de partage, mais tu restes un acteur essentiel. Et cela vraiment permet de dire que véritablement, nos représentants au sein du CCM doivent assurer les rétro-informations. Je crois qu'il faut les sanctionner en les virant. Si un représentant ne joue pas son rôle, il faut le virer. C'est ça, à mon avis. Mais vraiment, c'est cela que je voudrais... Moi, je parle avec passion parce que je suis passionné par ce que je fais et je travaille, à mon avis, pour le sens, l'intérêt des communautés. Je peux ne rien gagner, mais si jamais j'arrive à pousser ma communauté à avoir accès à des services de qualité, moi, je suis satisfait. Et c'est comme ça que je fonctionne. Je ne pense pas à moi, je pense à la communauté que je sers. Et voilà ce que je voudrais amener comme élément de réponse. Merci à vous. Merci. D'accord. Nous avons bien noté. Nous allons réfléchir en bloc. Nous allons réfléchir dans une perspective stratégique et programmatique pour que ce processus passe dans de très bonnes conditions pour nous. Donc, je vais directement passer la parole à Madame Olivia Ngou. Et cependant, je prie tous les participants qui aimeraient prendre la parole durant cet échange, déjà pour certains de noter également leurs interventions dans le chat, parce que malheureusement, on n'aura pas la possibilité de pouvoir prendre tout le monde, car le temps nous tient déjà à la gauche. Merci beaucoup. S'il te plaît, Olivia, à toi la parole. Merci. Oui, merci tout le monde. Merci d'avoir été présent à ce webinaire et merci Sorel et toute l'équipe pour l'organisation. Il n'y a pas grand-chose à dire après notre grand frère Innocent du Sénégal. Il a tout à fait raison. Il faut qu'on regarde et qu'on aille vraiment vers les éliminations de ces maladies-là ou de ces épidémies en tenant
en assurant que nos gouvernements et nos pays puissent être d'abord les premiers bailleurs et les premiers financiers de la lutte contre ces épidémies. Ça, c'est vraiment un point important. Et une recommandation, peut-être, c'est qu'il faudrait qu'on ait peut-être un autre coffee talk sur ce sujet-là, séparément, pour parler de comment on va véritablement vers l'élimination de ces 3 maladies. Qu'est-ce que nos gouvernements doivent faire pour se réinventer, réajuster? Qu'est-ce que nous aussi, on peut faire en tant qu'organisation de la société civile pour renforcer l'engagement communautaire, l'engagement des leaders? Donc ça, je pense que ça c'est une proposition, c'est que cela puisse être une recommandation pour un autre coffee talk. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a 2 problèmes. On a un problème sur le court terme qui est urgent, c'est de ne pas passer à côté de cette priorisation. Parce que les organisations de la société civile ont leur mot à dire. Et c'est effectivement pour ça que, je crois que vous avez vu, il y a une série de webinaires, il y a énormément de réunions qui sont faites sur ce sujet, que ce soit avec CS4Me, RAM, ENEASO, tous les réseaux sont mobilisés et donnent le maximum d'informations à tout le monde sur ce sujet-là. Donc, nous vous invitons à vraiment ne pas... à être sûr que sur le court terme, lorsque les pays vont recevoir leur lettre ce mois de juin, que la société civile ne rate pas cette opportunité. Parce que pour le peu de financements qui sont disponibles, c'est notre devoir de nous assurer que ces financements soient bien utilisés. Et il y a pas mal d'actions, je pense que comme Madagascar a dit, assistance technique à des centaines de milliers de dollars après des dizaines d'années des programmes du Fonds mondial. On ne sait pas si nos pays ont vraiment encore besoin toujours d'avoir l'assistance technique pour les mêmes activités. Ce financement pourrait être redéployé vers des activités communautaires, ciblant les agents de santé communautaires ou alors d'autres groupes communautaires qui sont plus proches des populations vulnérables que les financements du Fonds mondial essayent de toucher. Donc, il faudrait vraiment qu'on s'organise. Mais ça, c'est vraiment notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité d'une autre personne ou d'un partenaire ou d'un bailleur. C'est à nous de nous organiser dans nos pays et aller voir ensemble nos représentants du CCM et discuter avec eux, comme Madagascar le fait. Je pense que la RDC, la Côte d'Ivoire, le Cameroun aussi est en train de le faire. Les OSC, PALU, TB, VIH se réunissent ensemble régulièrement autour de ce sujet-là. Donc, c'est à nous de nous organiser. Ce n'est pas le problème de quelqu'un d'autre. Ce ne sont pas les enfants des autres. Ce sont nos enfants, ce sont nos familles. C'est à nous de nous organiser comme on peut et assurer que nos membres de l'ICN fassent partie de ces discussions-là et puissent nous aider à faire entendre nos voix. Donc, c'est très important, toutes les discussions qu'il y a eu. Merci encore à tous. Mais on peut séparer en 2 volets. Les actions sur le court terme urgentes qui concernent cette priorisation du Fonds mondial et des actions sur le moyen et long terme qu'on peut faire à partir du mois d'août ou septembre ou dès qu'on a fini avec ce pan-là, se pencher maintenant sur les questions fondamentales que notre grand frère Innocent disait, parce que c'est à la fin de la journée, c'est ça qui va compter. C'est vraiment qu'est-ce que nos pays vont faire pour aller vers l'élimination de ces maladies. Merci encore, Sorel, pour la modération. Merci beaucoup, Olivia. Merci pour ces mots sages. Donc, effectivement, il est important pour les communautés de se pencher actuellement sur le court terme, sur ce processus de repriorisation pour se rassurer que les priorités communautaires demeurent dans notre conceptuel paludisme. Donc, sans plus tarder, je vais directement passer la parole à Madame Christiane Lakozuma de la République centrafricaine, pour qu'elle puisse également venir partager l'expérience de la République centrafricaine dans ce processus d'engagement communautaire dans la repriorisation. Allô, Madame Christiane Zouma, j'espère que vous êtes avec nous. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour Sorel. J'espère que vous me suivez bien. Vous me recevez? Allô? Oui, Christiane. Oui, très bien, très bien. Ah, d'accord, ok. Merci. Donc, très rapidement, je vais partager avec vous l'expérience de la Centrafrique dans cet exercice de repriorisation.
Donc, comme tous les pays, effectivement, la RCA a démarré cet exercice de repriorisation le 13 mai par le retour du mail de la représentante de l'OMS à l'équipe pays du Fonds mondial, avec comme pièce jointe le travail effectué par l'équipe pays. Donc, dans son mail, elle précisait que le travail qui avait été effectué s'arrêtait à ce stade car cela concernait justement les ajustements sur le plan de la mise en œuvre des subventions et les activités dépriorisées, c'est-à-dire mis en pause, comme a demandé le Fonds mondial. Et ensuite, il y a eu le retour du mail de la gestionnaire de la subvention portefeuille RCA sur cette situation d'exercice de priorisation avec des orientations de travail bien déterminées et un mail du 15 mai qui a été envoyé au CCM et au ministère de la Santé pour un échange en ligne afin de pouvoir harmoniser cet exercice de priorisation. Au niveau interne, les deux PIA, préalablement, la Croix-Rouge française et World Vision International, ont effectué ce travail et sous la coupe du ministère de la Santé et de la Population à travers la direction de lutte des maladies transmissibles aussi, qui à son tour a inclus les organisations de la société civile à pouvoir prendre part à cet ajustement préalablement initié. Donc, le rôle des organisations de la société civile en RCA, à la suite de cet atelier qui a été organisé par la directrice de lutte des maladies transmissibles, c'était vraiment de travailler sur les deux matrices d'ajustement qui ont été partagées par le CCM à tous les participants et à l'issue de cette base-là, il y a eu deux équipes de travail. Donc, une équipe de travail qui devait travailler sur le paludisme et une équipe de travail sur le VIH et la tuberculose. Et ces deux équipes ont travaillé vraiment sur les 12 critères proposés par le Fonds mondial inclus dans la lettre. Et les deux équipes, et paludisme et VIH tuberculose, ont eu la participation des organisations de la société civile qui font la mise en œuvre de la subvention. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment un échange proprement dit entre les OEC de la société civile et celles membres du CCM parce qu'on n'avait pas eu le temps de se concerter, mais sous la coupe de la plateforme des organisations de la société civile, on s'est néanmoins concerté, nous, les organisations qui mettaient en œuvre la subvention, et nous avons ressorti quelques propositions qui, au moment de cet exercice d'ajustement, n'avaient pas été prises en compte. Mais nous avons, comme je vous le disais, nous sommes restés sur des axes vraiment prioritaires qui concernent les activités de prise en charge, des patients TB, VIH et PALU, y compris les droits humains et genre. Et bien entendu, on a couplé ça avec la mutualisation des activités de toutes les organisations de la société civile. Et maintenant, dans ce travail, nous savons tous que dès le début de la repriorisation, certaines activités de renforcement de capacités techniques, telles que les formations, les activités d'accompagnement des patients TB, VIH et paludisme sur l'aide à l'observance, les VAD, la recherche active des perdus de vue et le dépistage, ainsi que les supervisions pour améliorer la qualité des prestations en faveur de ces patients-là, ont été mises en pause, y compris toutes les activités communautaires que, depuis le début de la subvention, nous n'avons pas pu mettre en œuvre. Le diapo, apparemment, s'est retrouvé. Donc, directement, en termes de défis, en lien avec l'engagement communautaire, la politique de l'engagement communautaire au niveau pays n'inclut pas les organisations de la société civile. C'est juste dans la stratégie où il ressorte que les organisations doivent impliquer l'engagement communautaire. Donc, ce qui nous pose un réel problème au niveau de la RCA sur l'engagement communautaire et le lien avec les organisations de la société civile.
Donc, à travers cela, nous demandons vraiment que cette politique-là puisse être révisée afin que nous puissions aboutir à un ancrage bien structuré entre les organisations de la société civile et l'engagement communautaire, et aussi la visibilité des activités communautaires dans le SNIS, qui est le Système national d'information sanitaire, le DHIS2, afin de pouvoir capitaliser les interventions communautaires pour que vraiment on puisse avoir la réponse au niveau communautaire en accompagnant le ministère de la Santé. Avant de terminer, je voudrais relever quand même trois points importants. C'est que la directrice de la direction de lutte des maladies transmissibles a précisé dans son allocution que concernant les activités des organisations de la société civile, que cette repriorisation au niveau du ministère de la Santé, il ne souhaitait pas que les activités des OEC puissent être impactées. Et l'équipe pays du Fonds mondial est à Bangui depuis lundi. Même en ce moment, nous sommes en session de travail parce que les programmes sont en train de présenter. Et la session prévue, la session spécifique qui est prévue dans l'agenda entre les organisations de la société civile et l'équipe du Fonds mondial est prévue demain jeudi. Donc, je pense qu'après cette session, je pourrais certainement vous partager les grands axes et les points importants sur lesquels nous avons eu à discuter. Et pour terminer, vu l'importance et la pertinence de cette priorisation, sous le lead de la plateforme, la semaine prochaine, en début de semaine prochaine, il est prévu une réunion, une concertation entre nous, les organisations qui mettons en œuvre la subvention et les organisations membres du CCM. Donc, voilà très rapidement un peu tout ce qui a eu à se faire, tout ce qui se fait et la suite de ce qui se fait au niveau de la RCA sur cet exercice de repriorisation. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Christiane, pour votre intervention et votre partage d'expérience également, qui est très enrichissant comme les uns et les autres. Donc, nous retenons que vraiment la directrice au niveau de la RCA, je pense que c'est du MinSanté, souhaite que les activités communautaires demeurent dans la note conceptuelle. Donc, ce qu'il serait maintenant important en tant qu'acteur communautaire, c'est juste de se rassurer que durant le processus, que ces activités soient maintenues, parce que lorsqu'on a des souhaits et qu'il y a tout un processus avec différents acteurs qui vont avec, durant le processus, même sans le vouloir, ces activités peuvent sauter. Donc, vraiment, on vous remercie encore une fois de plus pour cette intervention. Donc, je pense qu'il serait vraiment important pour nous, étant donné que le temps nous tient à la gorge, de directement passer la parole à notre dernier panéliste de Nigeria pour qu'elle partage également l'expérience du Nigeria via ACOMIN dans l'engagement communautaire dans la lutte contre le paludisme. Donc, je ne sais pas si Madame Nena est avec nous, car nous allons directement lui passer la parole pour l'intervention, pour son intervention. Hello. Allô? Allô? En attendant, on va passer la parole rapidement à Monsieur Daouda. Monsieur Daouda, vous avez la parole, s'il vous plaît. Allô, Monsieur Daouda? Allô? Hello, Nena, please. You have the floor. Can you do it? Allô, Monsieur Daouda, vous avez la parole, s'il vous plaît. Vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Donc, je pense également qu'il y a Madame Nena qui a un souci de
connexion parce que je pense qu'elle est connectée, mais qui n'arrive certainement pas à ouvrir son micro. OK. Madame Nena? OK. Please, Mrs. Nena, can you open your mic? Okay. Please, you have the floor to share your, yes, you have the floor to share your experience on community engagement in the reprioritization processes. Yes, can someone hear me? Yes, very well. Okay, thank you so much. Good afternoon, everyone on the call. Yeah, I am Nina Iwan from ACOMIN, which is an acronym for Civil Society in Malaria Control, Immunization and Nutrition. From Nigeria, precisely. Yeah. You know, we're talking about prioritization. And according to the GF, the clause is life-saving interventions or life-saving activities. And the community level activity is part of the categorization of life-saving activity. However, we still have updates related to the way the activities are being conducted. I have a slide, I don't know, so that you see from the country level intervention, how we've been able to manage down to the community. Maybe I'll share, can I share or I share that later? But precisely for the community level activities. Yes, sorry, you can share your The GF consider the CL. Okay, I can share my slide. Yes, Sorel, can you please confirm? Yes, I already confirmed it. Thank you. Okay. I've sent a request again. It is okay. Okay. I'm coming. Confirm if you can see it, please. Yeah, it is in the process. Can you see the slide? Not yet, but I think that this is the connection. Yes, now it is okay. Perfect. Oh, okay, okay. Thank you. So as a way of background, I try to put up what the GF prioritization entails. It refers to the process of strategically allocating financial resources to programs and intervention and all that. You know, how there is by what? Critical needs identification, evaluation of the potential investments and all that based on impact and feasibility. Then lastly, we now align with the Global Fund strategic objectives. So now what does the life-saving intervention, because that's the crux of the matter for the GF. You say those activities that maintain the continuity and essential services. Hello, Mrs. Nena. Hello, Mrs. Nena. I think that Mrs. Nena have some problem with his connection. En attendant que Madame Nena puisse nous rejoindre, est-ce qu'il y a un intervenant qui aimerait prendre la parole pour également nous partager son Hello, can expérience? someone hear me? Ok, oui, là c'est bon, nous vous écoutons. Yes, it is okay. We can hear you now. Okay, sorry, I am actually in a meeting and the network is so poor. In fact, I'm by the poolside.
trying to get a better connection. Okay. Yes. Okay. So this is just the breakdown. Let me run to the country. So we have from Nigeria here, response approaches adopted by the government of Nigeria, multi-sectoral, multi-stakeholder approaches toward crisis task force development or investment. Then we have evidence-based prioritization and domestic resource mobilization. These three were put together as approach to tackle the sudden stop work order. So in January, we have the plan was approved with this rate of $724 million US. Then this offers a 28% reduction in the under 5 prevalence. That's for the on the malaria space. Then the proposed estimated sources for the 2025, we have two divisions or categorization. The partner funding or partners funding commitment, which is about 51.6% of the total funding. Then the remaining or the balance of it, which is 48.4%, will come from the government. Then our professionalization plan will have a lot, the national malaria program. I think, sorry, I just how to start rushing. We really need to appreciate the national malaria program for Nigeria because they are doing a lot based on the directive and collaborative partnership, one from the minister directive, then partners, organization, and development agencies. So we have this, which later you can read up. So there's a leverage on the End Malaria Council to raise domestic funds. However, this is not without challenge. Still, all this happened January 2025. Then still, same month, we now had the stop work order. Then that came the prioritization notice. At May 2025, the GF now sent the notice. I've been able to define earlier what life-saving activities entails. Then there was a country-level meeting in Nigeria with the GF team for review, realignment, and refocusing on life-saving interventions. Then we have this as the notice. This is just a summary of the prioritization framework. Here you see focus areas and like life processing services, workforce stabilization, evidence-driven, like I mentioned earlier, financing, realignment, and the adaptation of the prioritization plan. Then we have this response to this at the country level. I've said this earlier. Yes, where the ATM, the HIV, tuberculosis, and malaria, were part of that. Then we have the stakeholders, like I mentioned earlier, the approaches, this one is the detail. What happened? That a technical working group, was quickly activated to help the gap identify. As we proceed to see the gaps identified, apart from the TWG set and quickly that went into action, we as well have another crisis coordination structure of the ATM and the TWG. Then again, we have the evidence-based, like I mentioned earlier, categorized in phases as per critical services, then community health workers, this one specifically 2/3 of the 95% of the received stop work order were reinstated via this route. Then we have the first trade, that's a broader program alignment and planning. If you go detail, you see such as the HIV testing, when the initial stop work order came, there were a lot of fears, however, this was handled via this means. Then still in addition to that, at the country level, we have a budget by the National Assembly up to the tune of $200 million US. This budget or this fund is to be coordinated by the SWAP, that sector-wide approach office, and the rest of them, including
the National Primary Healthcare Development Agency, alongside the Ministry of Health. Now, if you look at this, like I mentioned earlier, the categorization of the budget, other funding sources and that. Now, there is an emphasis on domestic resource mobilization, like we can see here. Now, there are gaps because in Nigeria, we have the Presidential Malaria Initiative states. They are covering about 11 states. So when the stop work order came, we had hitches in that area with respect to commodity supply and operational cost. Then this one I just categorized into actions or gaps identified about a total of 13 million, US dollars. That's for immediate action or gaps identified. Then action taken for commodity gaps. This is the range. You can see the screen there. Now, who is responsible? That's the government of Nigeria is responsible for that. That's the funding source. Then we now go down to the logistics, the SMCs, the net distributions, and all that, the operational cost for that. We can see as it's being shared, some agencies were assigned or delegated to handle this to be able to cover the identified gaps. So if you go through the slide, you will see the gaps identified, the mitigations, and where we are for now. However, there are still unfunded immediate areas or gaps identified up to the tune of that's over 9 million US dollars. So we see for operational costs for mass campaign for 2 states in Nigeria, that's the rate. Then we have, like identified earlier, the entomological surveillance and research. That's part of an immediate cost, but wasn't measured up. So we have other measures by the government of Nigeria to cover costs. That is the additional funding measures. We have the basic healthcare provision, program fund. That's one of it. It's just a catalytic funding system that helps to increase health, finance, and strengthen the national system, particularly the primary healthcare at the primary healthcare level. Then that's just what you see, the percentage taken, not less than 1% of the consolidated revenue fund. Then we have the second, the human capital opportunities for prosperity and equity in primary healthcare. That's the HOPE initiative or the HOPE for Health. This is another an additional funding mechanism adopted by the Nigeria as a country. So you see the aim of it still, it aligns with the sector-wide approach for resource mobilization from stakeholders. Then we have the Presidential Initiative for Value, for value chain. Yes, that seeks towards still increase all geared towards domestic resource mobilization. Now, community level activities. That's supposed to be activities, sorry, not activate. Now, the Global Fund on the VC will be made to understand that the community level activity, it's part of the prioritize. So it's still part of the life-saving measures or activities or intervention. However, certain things were done to be able to fit in with the current situation of dwindling fund. How some activities were changed. I'm speaking not exactly the way it is on the fund, like a scope prioritization, reduction in certain areas and implementation scope, duration, workshops, meetings, conferences being converted to virtual. However, because we implement community level activities, CLM model, community-led monitoring. So the community-led monitoring activities still retain, but issues related to meetings, conferences, and all that coordination meetings, we have to sit down with the peers, the Global Fund. Adjustments were made to fit into the realities on the ground. Then, as well, Nigeria government is still pushing for alternative funding sources like the World Bank and other partners for certain things like the Malaria Indicator Survey,
Currently, we are having the malaria program review. I'm in the meeting. I just have to excuse myself to come out for this presentation. In conclusion, Nigeria's approach, I've been able to capture the community where the CSO come to play. In conclusion, Nigeria's approach, there's this a combination of our approach. You do this, domestic resource mobilization, collaborations, and all. Then the role of the civil society has been, well appreciated. Hence, the need for continuity and just with the modification in terms of frequency and how activities are being conducted. Then I have been able to establish that community level activities is on the priority list of the Global Forum. Thank you and over. This is just the brief from Nigeria. Thank you. Thank you so much, Mrs. Nena. Thank you for your informative interventions. We will directly enter to the next point of our meeting. Donc, I will switch in French. Thank you again. Donc, merci encore à Madame Nena. Nous allons directement passer au prochain point de notre webinaire. Donc, nous nous excusons déjà pour le temps qui est en train de s'écouler. Donc, s'il vous plaît, permettez-nous encore d'avoir 10 minutes avec vous, le temps de terminer avec le temps pour nous vraiment de pouvoir clôturer avec les échanges. Nous savons ça a été un webinaire, c'est un webinaire très, très interactif et on ne veut rien rater. Nous savons tous que c'est très intéressant. Donc, comme je le disais, on va passer au prochain point qui est la phase des discussions. Donc, c'est notre deuxième phase de discussion et échange. Je ne sais pas s'il y a un panéliste ou un intervenant qui aimerait prendre la parole, partager soit l'expérience de son pays dans ce processus de repriorisation, soit les activités prioritaires qu'elle souhaite que son pays maintienne dans la note conceptuelle G7 paludisme. Merci. À vous la parole. Allô, je ne sais pas si Blanche Bacon. Nous avons également Edwin Mwetoyi. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole pour intervenir. Et si tout a été dit, il n'y a pas de souci. On va partager également à la fin de ce webinaire le lien YouTube pour que vous puissiez revenir sur ce webinaire à tout moment pour pouvoir écouter les différents échanges qui ont eu lieu pendant ce webinaire. Donc, s'il n'y a plus d'intervention ou bien si tout a été dit, je ne sais pas si Fidèle a quelque chose à préciser ou bien s'il a une intervention à faire passer. OK, d'accord, c'est bon. Donc, sans plus tarder, nous allons directement passer à la phase de closing remark. Donc, qui sera fait par Fidèle. Fidèle, à toi la parole. Merci. OK, merci Sorel. Je vais prendre de court un peu j'aimerais inviter peut-être un acteur spécial de la société civile qui a fait un très bel échange tout à l'heure pour rappeler un peu comment se passe le processus de travail avec l'ICN à la personne de M. Fabrice Kotoko. Fabrice, tu nous entends? Allô, Fabrice? Oui, Fidèle. Oui, c'est que je voulais te donner au nom du secrétaire Somi l'honneur de peut-être dire un mot pour que d'ici la fin de avant qu'on ne clôture cette réunion. Okay,
collaboration entre les acteurs de la société civile et l'ICN, et surtout, comment est-ce que ce qu'on peut retenir comme leçon, surtout dans le cadre actuel, pour mieux engager la société civile dans le processus de repriorisation dans les pays. Donc, Fabrice, s'il te plaît, si tu peux nous édifier pour clôturer ce webinaire, c'est ce qui peut être fait par tous les acteurs qui sont connectés ce jour et ceux qui vont écouter ce webinaire par la suite. S'il te plaît, Fabrice, tu as la parole. OK, merci beaucoup, Fidèle, et aussi merci à tous les panélistes qui ont quand même partagé de très belles expériences et également de très belles orientations pour que dans nos différents pays, on puisse déjà vraiment bien suivre, bien participer et surtout bien impliquer toutes les parties prenantes, d'accord, pour pouvoir réussir ce processus en cours au niveau de nos différents pays. Mais il faut dire d'abord en résumé tout au début que Innocent quand même avait très bien situé chacun d'entre nous par rapport aux différentes dates à retenir. C'est vraiment important. Et il a également précisé que ce processus ira à sa fin d'ici septembre. Donc, c'est la preuve que nous sommes encore en plein dans le processus et au niveau des pays, nous devrions normalement essayer vraiment d'être sur le qui-vive pour ne rater aucune des informations. Deuxième chose importante, c'est que nos représentants au niveau des CCM nous doivent vraiment, ces temps-ci, d'accord, de pouvoir nous faire une redevabilité en temps réel. En temps réel, puisque si nous n'avons pas l'information, on ne pourra pas les aider à pouvoir vraiment avoir les arguments qu'il faut, ne serait-ce que pour maintenir. Mais sans oublier que il n'y aura pas de nouvelles activités à formuler, mais ce sont déjà les activités qui étaient contenues dans les subventions en cours. Ce sont ces activités qu'on aura tout simplement à reprioriser. C'est tellement important qu'au niveau de la communauté tout entière dans nos pays, qu'on puisse comprendre que ce n'est pas une occasion pour formuler de nouvelles activités, mais tout simplement pour pouvoir prioriser. Et on a mis l'accent sur les 3 priorités que le Fonds mondial aussi a déjà données, et surtout mettre un accent sur la prévention. C'est tellement important puisque nous devrions regarder, parce que quand on prend le volet traitement, c'est beaucoup plus, d'accord, les médicaments, c'est beaucoup plus l'État qui apporte ces choses, mais en matière de prévention, en matière de suivi, d'accord, je pense que c'est à ce niveau-là que nous, acteurs de la société civile, on doit vraiment beaucoup être regardants. Et ce qui est déjà bon aujourd'hui, c'est que le Fonds mondial a dit, par rapport au travail qui se fait, que les activités qui concernent les CLM au niveau des pays ne sont pas à mettre de côté. C'est tellement important et essentiel pour qu'on ne nous dise pas dans les pays, non, pour le moment, ce qui est prioritaire pour nous, ce sont les intrants, ce sont les médicaments, et tout ce qui est communautaire, surtout le CLM. Non, le Fonds mondial a été vraiment précis sur ça. Donc, c'est des informations que nous devrions partager et surtout essayer de bousculer nos représentants au niveau des CCM. C'est tellement important, c'est tellement urgent pour nous pour qu'à toutes les étapes que nous soyons là et aussi ne pas essayer de couper le pont avec les pillards, surtout nos pillards communautaires, puisque c'est à ce niveau-là que sont situées nos activités. Et si nous voulons vraiment être au début jusqu'à la fin du processus pour être sûr que dans cette repriorisation, qu'on ne mette pas de côté toutes les activités communautaires, c'est vraiment nos pillards que nous devrions bousculer pour pouvoir rechercher en temps réel quelles sont les nouvelles informations ou les nouvelles orientations que le CCM aurait données ou aurait tout simplement partagées avec nos différents représentants. Donc, ce sont quand même des choses sur lesquelles nous devrions être vraiment prudents. Et lors de la signature maintenant que ces représentants qui sont au niveau du CCM, où on aura à finir vers septembre, lors de la on puisse vraiment s'assurer encore une dernière fois que ce qui a été retenu est là. Mais je ne vais pas manquer de dire merci à CS Formi pour cette belle réunion, comme je l'ai déjà dit au début, et surtout de ne pas se décourager ou se fatiguer à pouvoir rester dans cette dynamique jusqu'à la fin de ce processus, puisque la répétition est vraiment pédagogique et nous en avons besoin au niveau des différents pays pour pouvoir réussir
une bonne participation et surtout le maintien des activités prioritaires au niveau des communautés de la société civile. Et sur ce, je vous remercie et je remercie encore une dernière fois et tous les panélistes, sans oublier également les organisateurs pour cette belle réunion. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Fabrice Kotoko, pour votre mot de clôture qui est très riche et qui nous permet de nous situer encore davantage dans ce contexte. Donc, merci. Comme je disais tout à l'heure, nous allons directement passer à la phase de la photo de famille pour se dire au revoir.